Merci d'être avec nous. Nouvel attentat au poignard ce matin. Un soldat blessé, le terroriste neutralisé. Ça s'est joué dans le Gush Etzion, un bloc d'implantation dans le sud de Jérusalem. 3 semaines de violence et un nouvel appel à une journée de la colère. Ce vendredi, l'entourage du président palestinien fait monter les enchères. Pas de retour au calme tant que le dernier soldat israélien n'aura quitté les territoires palestiniens. Et puis le pompier en chef, John Kerry, arrivera-t-il à éteindre l'incendie? Il est attendu ce matin à Amman, rencontre prévue avec Mahmoud Abbas, le secrétaire d'État américain, veut des gestes concrets pour faire cesser les violences. Alors des solutions concrètes existent-elles? On pose la question dans un instant à notre spécialiste. Enfin, la Cour suprême israélienne suspend la destruction des maisons de terroristes. Le gouvernement a adopté cette mesure controversée, mais les familles des terroristes ont fait appel. Plus de détails dans cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. Nouvel attentat ce matin, peu avant 7h30. On prend tout de suite la direction de Jérusalem, porte de Damas, dans la vieille ville, où on vous retrouve Mathias Inbar. Que s'est-il passé exactement ? Écoutez, ici nous sommes à côté des forces de police et les beepers ont commencé à retentir autour de 7h25. Ici immédiatement, nous avons été mis au courant du fait qu'il y avait un attentat au couteau. Ça s'est passé au carrefour de Gvaot entre Beit Shemesh et le Gush Etzion. Cela s'est passé exactement vers 7h25 lorsqu'un des Palestiniens ont tenté de rentrer tout simplement de manière légale lorsque les forces de police ont ouvert le village de Gvaot pour que ces derniers rentrent et pénètrent à l'intérieur de ces champs d'oliviers. L'un des travailleurs palestiniens a sauté sur l'un des soldats et l'a poignardé, le blessant plutôt légèrement. Le terroriste a été neutralisé par balle. Alors Mathias, il faut souligner que cette attaque survient dans un nouvel appel à une journée de la colère ce vendredi par les groupes palestiniens. Les forces de sécurité sont ce matin encore sur le qui-vive autour de vous? Oui, elles sont moins présentes qu'il y a 15 jours, mais toujours aussi sur le qui-vive, tout simplement parce que le vendredi est une journée test pour les forces de police, dans la mesure où c'est le vendredi saint pour les musulmans et que le test devrait avoir lieu surtout après la prière autour de midi. Mais la tension est non seulement à Jérusalem, mais surtout dans cette région du Gush Etzion, du mont Hébron et de cette ville de Hébron, vous le savez, depuis plusieurs jours. Et c'est là que se sont déplacés la plupart des violences et des attentats comme ce matin par exemple, tout simplement parce que cette région est le chef c'est une région qui est dominée par le Hamas. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de violence de ce côté-là. Alors Mathias, on l'a vu ces dernières heures, les dirigeants palestiniens continuent de dénoncer les violations du statu quo sur le mont du Temple, mais vous êtes à quelques mètres de là et vous avez pu le constater depuis 3 semaines, la situation est paradoxalement calme sur l'esplanade des mosquées. Oui, depuis que le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, a demandé d'empêcher des jeunes qui avaient été jusqu'à présent accusés de troubles à l'ordre public de 13 ans jusqu'à 25 ans, il les a empêchés de pénétrer à l'intérieur du mont du Temple. Et depuis 3 semaines, il n'y a quasiment plus, après cette décision, de troubles et donc d'opérations israéliennes. Voilà pourquoi cette phrase d'agression policière sur l'esplanade des mosquées est difficile à comprendre ici. Merci Mathias. 3 semaines de violence, on l'a dit, 10 morts et 121 blessés israéliens. Cette vague terroriste se poursuit et nul ne sait pour combien de temps, on l'a dit. Ce vendredi encore, les mouvements palestiniens appellent à une journée de la colère. Steve Jourdain. Sécurité renforcée à Jérusalem. Si du côté israélien on s'attend à des manifestations moins intenses que les semaines précédentes, les forces de sécurité sont déployées en masse aux abords de la vieille ville. Aucune funéraille n'est officiellement organisée par les organisations palestiniennes. Mais la rencontre entre John Kerry et Mahmoud Abbas ce week-end devrait charrier son lot de surenchères politiques. Alors que tous les regards se tournent vers l'esplanade des mosquées, le ministre des Affaires étrangères palestinien pose ses conditions pour une reprise des négociations avec Israël. Riyad al-Malaki exige ainsi le retrait des soldats israéliens des territoires palestiniens avant toute rencontre entre Abbas et Netanyahou. Le chef de la puissante faction armée du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, affirme lui qu'il est pour l'heure impossible de calmer la situation dans le territoire. Selon le leader des Tanzim, les provocations viennent du gouvernement Netanyahou,
tant sur l'esplanade des mosquées qu'en Cisjordanie. Avec cette nouvelle journée de la colère organisée par le Hamas et le djihad islamique, les franges djihadistes palestiniennes souhaitent maintenir la pression sur le Fatah et l'autorité palestinienne. Une nouvelle dégradation de la situation pourrait ainsi fragiliser un peu plus Mahmoud Abbas sur la scène politique palestinienne. Bref, la reprise des négociations qui devraient être réclamées par le quartet réuni cet après-midi à Vienne devrait n'être qu'un vœu pieux. Alors précisément, cette question, après ce qu'on vient d'entendre, John Kerry arrivera-t-il à éteindre l'incendie? Il est attendu ce matin à Amman, rencontre prévue avec Mahmoud Abbas. Le secrétaire d'État américain veut des gestes concrets pour faire cesser les violences. Hier, il en a exigé de même de Binyamin Netanyahou. Explication Cyril Amar. Rencontre au sommet dans un grand hôtel de la capitale allemande. Objectif, trouver les moyens d'endiguer la vague de violence entre Israéliens et Palestiniens. Pour Binyamin Netanyahou, enrayer l'escalade passe inexorablement par l'arrêt de l'incitation à la haine, dont se rendraient coupables les Palestiniens. Il ne fait aucun doute que cette vague d'attentats est la conséquence directe de l'incitation à la violence. Celle du Hamas, celle du mouvement islamique en Israël et celle, je suis navré de devoir le dire, du président Abbas et de l'autorité palestinienne. Je crois qu'il est temps pour la communauté internationale de demander au président Abbas d'arrêter de répandre des mensonges à l'encontre d'Israël. Pour redonner de l'espoir, il faut mettre un terme au terrorisme. Et pour mettre un terme au terrorisme, il faut stopper l'incitation à la haine. Mais pour le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, il faut désormais dépasser les condamnations et la rhétorique et passer aux actes. Nous devons arrêter les incitations. Nous devons arrêter la violence. Je pense que c'est crucial. Cette conversation que nous avons, vous et moi, est très importante pour dépasser les condamnations, pour dépasser la rhétorique. Il est absolument crucial de mettre fin à toutes les incitations, de mettre un terme à toute la violence et de trouver une voie qui permette de construire potentiellement un processus plus large. Au bout de 4 heures d'entretien, le chef de la diplomatie américaine affiche un optimisme prudent. Je décrirais la conversation comme ayant donné une mesure d'optimisme prudent pour que dans les prochains jours, quelque chose puisse être mis sur la table. Sur la table, cette proposition de Binyamin Netanyahou, exiger des Jordaniens et des Palestiniens de publier une déclaration indiquant qu'Israël n'a jamais violé le statu quo sur l'esplanade sacrée. Des propositions que John Kerry devrait emmener vendredi dans ses bagages à Amman en Jordanie, où il doit rencontrer le roi Abdallah et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Après avoir rencontré les dirigeants israéliens et palestiniens, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est quant à lui montré moins optimiste au vu du fossé grandissant entre les deux camps. En attendant, à Berlin, le grand ballet diplomatique s'est poursuivi ce jeudi. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a reçu séparément messieurs Kerry et Netanyahou, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne aux affaires étrangères, Federica Mogherini. Alors on vient de le dire, John Kerry est donc attendu ce matin à Amman pour une rencontre au sommet cette fois avec le président palestinien Daniel Haïk. John Kerry a-t-il une solution concrète dans ses bagages ? Je ne pense pas qu'il a de solution miracle, mais je crois que s'il veut en trouver une, il faut la prendre à partir d'un principe, essayer de trouver le plus petit dénominateur commun entre Israéliens et Palestiniens. Et le plus petit dénominateur commun, c'est d'essayer de proposer une résolution qui d'un côté engagerait Israël à ne pas qu'Israël prendrait l'engagement de ne pas modifier le fameux statu quo sur le mont du Temple, et du côté des Palestiniens, les Palestiniens s'engageraient à cesser l'incitation à la haine. Si l'on part de ce principe-là, eh bien ça c'est le plus petit dénominateur commun qui peut permettre de réenclencher une démarche. Par exemple, les Néo-Zélandais l'ont compris, ils ont entamé une démarche, ils ont fait une proposition au Conseil de sécurité de l'ONU visant justement, par exemple, à réenclencher, à partir de ce principe-là, réenclencher les négociations de paix sur la base de 2 États pour 2 peuples et sur la base d'une négociation sans condition. Donc les Palestiniens, ce sont les grands principes, on n'est pas dans les détails. Aujourd'hui, de Mahmoud Abbas vont exiger plus de choses des Israéliens par l'intermédiaire de John Kerry. Oui, alors on peut dire que Abbas joue un double jeu. On peut dire que, comme j'ai parlé il y a quelques jours de Binyamin Netanyahou comme un funambule, Abbas est aussi un funambule. D'un côté, il
il veut absolument calmer la situation, calmer la tension, et il donne des ordres aux forces de sécurité palestiniennes pour continuer la coopération avec les Israéliens. Ça, c'est important. D'un autre côté, il laisse parler son entourage, il laisse parler les tanzim palestiniennes qui durcissent le ton. Son chef de la diplomatie qui lui aussi parle d'un retrait des soldats israéliens, ce qui est inimaginable. Donc il y a un double jeu de la part de Mahmoud Abbas. D'une certaine manière, Mahmoud Abbas ne veut pas être débordé sur sa droite par le Hamas qui se renforce. On l'a vu, Mathias l'a dit, en particulier à Hebron et dans le Gush Etzion, il ne veut pas être débordé. De l'autre côté, il faut qu'il obtienne quelque chose de Binyamin Netanyahou. Alors qu'est-ce qu'il peut obtenir? Peut-être une promesse, un engagement d'un gel, même partiel, même provisoire de la construction de ces implantations. Ce serait peut-être une perche que lui tendrait Binyamin Netanyahou qui pourrait suffire à enclencher une rencontre entre les deux parties. Merci Daniel. John Kerry a donc en quelque sorte tapé du poing sur la table, on l'a compris. Son message à Netanyahou et Abbas, plus de rhétorique incendiaire. Pour Kerry, cette surenchère ne fait qu'attiser les tensions. Alors c'est vrai, depuis le début de cette crise, eh bien, les deux leaders se sont adonnés à une joute verbale par caméra interposée. Ossiane Nicole s'est plongée pour nous dans leurs déclarations les plus virulentes. Regardez. C'est un véritable match de ping-pong entre les deux dirigeants. Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou s'accusent mutuellement sans jamais baisser le ton, au grand regret de John Kerry ou encore de Ban Ki-moon. Nous ne céderons pas à la logique d'agressivité que le gouvernement israélien met en œuvre, ainsi que son troupeau de colons qui agissent contre notre peuple, contre nos lieux saints, nos maisons. Ils exécutent nos fils de sang-froid, comme ils l'ont fait avec cet enfant Ahmed Manassra et d'autres enfants à Jérusalem et en Palestine. C'est du terrorisme, du meurtre pur et simple. Le président Abbas incite au meurtre. Il doit rendre des comptes et arrêter de justifier la violence en invoquant les implantations, le processus de paix ou quoi que ce soit. Des discours virulents qui ne font que renforcer la colère populaire. Il est temps que le président Abbas arrête de justifier le terrorisme, mais aussi qu'il arrête d'appeler au terrorisme. Nous allons poursuivre notre combat national légitime, qui repose sur notre droit à défendre notre existence, sur la résistance populaire pacifique, sur la lutte politique et juridique. Les Israéliens dénoncent une incitation à la haine et faute d'appel au calme et de condamnation des violences, Netanyahou en vient à rapprocher le combat d'Abbas à celui des organisations terroristes palestiniennes. Ces dernières semaines, des Israéliens ont été délibérément écrasés, touchés par balles, poignardés jusqu'à la mort. C'est en grande partie parce que le président Abbas a rejoint le groupe État islamique et le Hamas, en assurant qu'Israël menace la mosquée Al-Aqsa. Monsieur le secrétaire général, c'est un mensonge total. Côté palestinien, la supposée violation du statu quo reste un credo de tous les discours de Mahmoud Abbas. Monsieur Netanyahou commet une erreur quand il dit qu'il respecte le statu quo. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Aucun contact n'a été pris entre les deux présidents depuis l'escalade des violences ces dernières semaines et ces altercations récurrentes ne font qu'attiser les flammes entre Israéliens et Palestiniens. Pour la communauté internationale, il faut apaiser le ton pour espérer une accalmie. Et après 3 semaines de violence, cette autre information qui inquiète les Israéliens, les 2 terroristes dans l'attaque de Beth Shemesh hier seraient des membres du Hamas. Alors le mouvement palestinien va-t-il tenter de sauter dans cette locomotive déjà en marche? On tente d'y voir plus clair avec les explications de Mathias Inbar. Il était sur place quelques instants après cet attentat. Une matinée pas comme les autres dans ce quartier de Beit Shemesh, à l'ouest de Jérusalem, composé en majorité par des juifs ultra-orthodoxes. C'est ici que 2 terroristes palestiniens ont commis un attentat au couteau. Ils ont tenté de monter dans un bus, mais y ont été repoussés par les passagers de cette ligne 19. Ils ont alors pris la fuite, toujours armés de leurs couteaux, ont poignardé un passant avant d'être neutralisés par des forces de police. Tzvi, témoin de la scène depuis son balcon, se souvient. Il se dit toujours en état de choc. J'ai entendu des coups de feu, je suis sorti sur le balcon et j'ai vu 2 terroristes au sol. Ils ont été neutralisés après avoir poignardé mon voisin d'au-dessus. Les forces de sécurité sont arrivées trop tard après avoir été prévenues de la présence de gens suspicieux. Si l'attentat avait eu lieu au moment où nous avons appelé la police, le scénario aurait été catastrophique.
Et voici ce que portait l'un des deux terroristes. Un t-shirt à l'effigie des Ezzedim el-Qassam, branche armée du Hamas. Le deuxième est un ancien prisonnier jugé pour activité terroriste. Selon la police, il s'agirait de deux Palestiniens originaires de la région de Hébron, rentrés illégalement en Israël en tant qu'ouvriers du bâtiment. L'un des témoins nous a raconté que les deux terroristes ont attendu ici pendant 40 minutes. L'un d'entre eux tremblait de la sorte avant de prendre la fuite et de poignarder un passant, et ce, à quelques mètres d'une synagogue. Ils ont essayé de monter dans le bus mais n'y sont pas arrivés. Ils ont ensuite pensé qu'ils pouvaient rentrer dans la synagogue. À cette heure-ci, il y avait plusieurs centaines de fidèles. C'est un miracle qu'ils n'aient pas pu rentrer dans la synagogue. Il n'y a pas de barrage à l'entrée du quartier. C'est assez isolé du centre. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du mont Hébron et c'est très facile pour eux d'arriver ici. Il y a plusieurs jardins d'enfants autour de la scène de l'attaque. Quelques heures après cet attentat, plus de patrouilles policières sillonnent ainsi les rues de la ville. Pas suffisant pour rassurer les habitants du quartier. Il y aurait ici plusieurs centaines de travailleurs illégaux. Nous sommes en ligne avec Ali Ouaka, notre spécialiste du monde arabe. Est-ce que cet attentat de Beth Shemesh a été commandité par le Hamas ? Selon les sources de l'autorité palestinienne, cet attentat a été commandité par le Hamas à la bande de Gaza. Mais ce que disent aussi les sources de l'autorité palestinienne, que même si cet attentat aurait été réussi, le Hamas n'aurait pas revendiqué la responsabilité de cet attentat, exactement comme dans le cas de l'attentat qui a commencé cette vague de violence en début de ce mois, l'assassinat du couple israélien dans la région de Naplouse, où une cellule du Hamas a été arrêtée par les services secrets israéliens et ils ont avoué qu'ils étaient derrière cette attaque. La stratégie du Hamas consiste à inciter les Palestiniens en Cisjordanie à mener des attaques contre Israël, à financer, à commanditer ces attaques sans pour autant revendiquer officiellement la responsabilité pour ces attaques, pour éviter que l'armée israélienne ne riposte pas à la bande de Gaza contre les cibles du Hamas. Le Hamas commandite sans en prendre la responsabilité. C'est dans ce contexte qu'on va vous montrer des images rares. Ce n'était plus arrivé en Cisjordanie depuis des années. Des Palestiniens armés s'affrontent à coups d'échange de tirs avec des soldats israéliens. Premier signe d'une perte de contrôle de l'autorité palestinienne. Ces hommes armés et masqués reprennent le pouvoir dans les rues de la Cisjordanie. Exemple dans le camp de réfugiés de Kalandia, à côté de Ramallah. C'est un reportage de nos confrères de la chaîne 2 israélienne. 22h30. Le camp de réfugiés de Kalandia est en ébullition. De nombreux jeunes patientent à l'entrée du camp. Dans quelques secondes arriveront les fantômes de Kalandia afin de diriger une marche nocturne. La tension est palpable. Sur le chemin, nous passons par les ruelles de Kalandia. Partout, nous pouvons observer un graffiti spécifique rappelant la récente vague de violence. Poignardé, écrit en langue arabe, à côté du dessin d'un couteau. L'atmosphère est hostile, en faveur des attentats. Soudain, ils apparaissent, hommes masqués, appartenant aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, idole des jeunes du camp, armés de M16, de revolvers, portant des treillis militaires. Ils inspirent l'imagination des jeunes d'ici, en particulier ces jours-ci, jours de tension et d'attentats. Les hommes de Kalandia sont déterminés à empêcher l'armée d'entrer dans le camp et de détruire la maison. 3000 personnes du camp de Kalandia sont prêtes à mourir pour empêcher la destruction de la maison. Nous, les hommes des brigades des martyrs d'Al-Aqsa de la région de Jérusalem, nous avons décrété la mobilisation générale au moment où les forces d'occupation sont rentrées dans le camp et ont ordonné la destruction de ce bâtiment. Le père de Shahin arrive et reçoit des bénédictions. S'ils détruisent la maison, on la reconstruira. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas la détruire. Nous utiliserons nos armes et nous dirons que cette terre leur est interdite et que jamais nous ne les laisserons la souiller.
Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce une nouvelle intifada? Nous soutenons le soulèvement populaire qui répond aux critères d'une intifada. C'est une intifada populaire. Tous les jours, il y a 1 ou 2 martyrs. Tous les jours, il y a plusieurs attentats. Couteaux, armes à feu, voitures béliers. Qu'est-ce que tu veux? Qu'ils construisent un réacteur nucléaire dans la Moukata? Et donc seulement là, tu parleras d'intifada? C'est ça? C'est une intifada populaire. Et vous allez utiliser ces fusils et ces revolvers que vous portez? Bien sûr, nous les utiliserons. La Cour suprême israélienne a décidé de suspendre la décision de détruire les maisons de terroristes. C'était une décision prise par le gouvernement il y a plusieurs jours. Mais voilà, les familles des terroristes ont décidé de faire appel. Myriam, c'est une décision provisoire. Effectivement, c'est une décision qui suit également le cours du processus qui existe aujourd'hui pour cette destruction de maisons de terroristes. C'est le juge Uzi Fogelman qui a expliqué hier que le jugement ne serait rendu que mardi à la suite du recours légitime et qui fait donc partie de cette procédure qui a été déposée par les voisins, les familles des terroristes et également plusieurs organisations de gauche. Alors, un recours, cela signifie que la Cour suprême va à nouveau débattre du bien fondé de cette décision du gouvernement et du système sécuritaire israélien qui a voté en faveur de la destruction des maisons de ces terroristes, ce qui a enchaîné de très vives critiques du conseil de la part du gouvernement israélien et de plusieurs députés de droite notamment, qui ont entraîné également à nouveau une réponse du conseiller juridique du gouvernement Yehuda Weinstein qui a appelé l'Assemblée parlementaire à ne pas se tromper d'ennemi. Ce n'est pas la justice aujourd'hui, l'ennemi, elle, ne fait que suivre son cours. Voilà, le gouvernement qui a bondi après cette décision de la Cour suprême. Michel Kishka, bonjour. Bonjour Barbara. L'actualité de la semaine, tous les vendredis, avec vos dessins, on se concentre cette semaine. C'est l'actualité qui veut ça sur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. On démarre par l'incident qui a marqué le début de cette semaine. Un jeune érythréen, on s'en souvient, pris par erreur pour un terroriste abattu dans la gare routière de Be'er-Sheva en plein chaos. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé est symptomatique de l'atmosphère qui règne en Israël, parce que bon, on est témoin d'une vague d'attentats qui se multiplient depuis des semaines, et finalement, ça parvient à semer une certaine forme, disons, de panique, parce que j'estime que ce qui s'est passé là-bas à Be'er-Sheva, c'est la panique, parce qu'on a vu sur les vidéos de bord des gens qui s'enfuient, notamment des soldats armés. D'accord. On a vu des gens s'acharner sur quelqu'un qui était allongé, on ne savait pas encore qui il était. Alors on peut appeler ça un lynchage, on peut appeler ça différemment, ça n'a pas tellement d'importance, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité qui a été annoncée et qui a été même, disons, encouragée par des déclarations de ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Éducation, notamment qu'un terroriste avec un poignard doit mourir. C'est une phrase qui légitime des gens qui portent des armes, beaucoup de gens portent des armes, d'accord, avec des permis ici en Israël, des soldats, des civils, des gens de la sécurité. De dégainer, on est en train de glisser vers un espèce de Far West, plus cette forme de lynchage qui est absolument inadmissible, qui est condamnable. D'ailleurs, 4 des personnes ont été arrêtées pour être interrogées à ce sujet. 4 personnes arrêtées, Binyamin Netanyahou qui a appelé les citoyens israéliens à ne pas faire justice eux-mêmes. Autre affaire, Michel, qui nous a agité toute la semaine, c'est ce fameux mur de... Ah non, on va en venir à ce dessin, voilà. Plus récent peut-être, c'était la polémique de la semaine, on va dire, une déclaration fâcheuse, on peut même appeler ça une bourde de la part de Binyamin Netanyahou. Oui, c'est une grosse bourde parce qu'il est Premier ministre et fils d'historien. Oui. D'accord. Donc c'est une très 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 grosse bourde. Mais je ne pense pas que ce soit une bourde parce que je pense que plus que le manque de véracité historique de son propos, comme quoi le grand moufti de Jérusalem aurait soufflé à l'oreille d'Hitler ou suggéré la solution finale, ce qu'il faut, j'ai entendu les plus grands spécialistes historiens démentir cela de façon chronologique, c'est pourquoi il fait cette déclaration. Et finalement, c'est un véritable appel d'incitation à une certaine forme, j'estime, de violence, qui est une violence verbale dans son cas. Mais c'était aussi au moment où il prenait son envol pour aller en Allemagne. Et l'Allemagne est le premier pays à avoir absolument condamné ce propos, à avoir revendiqué... Oui, Merkel qui s'est empressée de revendiquer la responsabilité de l'Allemagne dans la Shoah. Voilà, une scène un peu surréaliste qu'on a vécue en direct depuis Berlin. Parce que c'est vrai que l'Allemagne, elle continue à faire un travail très très important, justement, au niveau de la culpabilité des parents et grands-parents des Allemands d'aujourd'hui, dans la solution finale. Et ce n'est pas un Premier ministre israélien à essayer de réécrire l'histoire d'une façon qui est totalement à côté de la plaque, on pourrait dire ça gentiment, voilà, et en douceur.
Côté palestinien, Oui. sur ces propagandes mensongères, ça ne vous a pas inspiré de dessin cette semaine? Vous savez, il y avait tellement de thèmes à dessiner, et en fait, finalement, je ne suis pas sorti du Moyen-Orient avec mes dessins de la semaine. Ouais. Pourtant, il se passe des choses dans le monde. Ouais. Hein. Et voilà, et Kerry et Netanyahou se rencontrent, et Daniel Haïk parlait d'essayer de désamorcer tout ça. Ouais. Il y a encore tellement de dessins à faire. Non, je pense que... On va regarder le dernier, Oui, le dernier dessin qui vous a inspiré sur cette situation cette semaine. C'est ce 6 blocs de béton, on va dire, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Voilà, un mur de sécurité entre un quartier arabe et un quartier juif de Jérusalem, un projet finalement avorté qui ne voit pas le jour, c'est la décision du gouvernement. Mais figurez-vous que moi j'habite à Jérusalem et je suis allé au Mont Scopus où il y a les Beaux-Arts où j'enseigne. Alors un jour où j'y suis allé, il y avait effectivement ces blocs comme ceux sur lesquels Netanyahou est assis, et le lendemain, il n'était plus là. Ouais. Donc j'avais fait tout un détour pour les éviter, et finalement, j'ai vu qu'il n'était déjà plus là. Mais pourquoi j'ai fait ce dessin cette semaine? Parce qu'on rentre dans la commémoration, je ne voudrais pas dire célébration parce que c'est joyeux, la commémoration des 20 ans de l'assassinat de Rabin. Ouais. Et c'est Netanyahou lui-même qui accusait Rabin de partager Jérusalem. D'accord. Et finalement, c'est la droite israélienne qui est en train de le faire de facto et de se rétracter. Parce que finalement, voilà, le cabinet sécuritaire ne propose que des pansements sur une plaie alors qu'il y a un membre à remplacer et pas une rustine à mettre sur un vieux pneu. Il y a quelque chose de profond à faire et ça ne va pas être facile. La complexité de la situation. Merci Michel pour votre œil en tout cas sur l'actualité. Et avant de se quitter pour un nouveau journal, cette tribune qu'on a soulevée ce matin, une tribune dans le Guardian britannique. Son titre, Israël a besoin de nouveaux ponts culturels et non de boycott. Elle est signée par plus de 150 personnalités, des intellectuels et des artistes britanniques. Ils s'opposent au boycott d'Israël. Et parmi les signatures, eh bien là, très célèbre, J.K. Rowling, vous le savez, il s'agit de l'auteur de la série à succès Harry Potter. À suivre après un nouveau journal, on parle de la saga politico-médiatique de la semaine. Marine Le Pen a décidé hier soir, 3 heures à peine avant le début de l'émission des Paroles et des Actes de France 2, de se décommander. La présidente du FN dénonce une mascarade après une journée hier agitée, journée de tergiversation sur le contenu même de l'émission. Le détail avec Rudy Sada, ce sera après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Nagar. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On poursuit avec la saga politico-médiatique de la semaine. Marine Le Pen a décidé hier, 3 heures à peine avant le début de l'émission des Paroles et des Actes de France 2, de se décommander. L'émission a donc dû être annulée. Rudy, vous nous donnez tous les détails de cette affaire. Oui, parce que c'est un fait assez rare en télévision pour être signalé. Alors ça a été effectivement le feuilleton qui a agité le PAF toute une partie de la semaine. Avant de s'achever sur une séquence absolument surréaliste, David Pujadas, seul sur son plateau de Des Paroles et des Actes, expliquant les raisons de l'annulation. Alors on va revenir 20 minutes parler ce matin d'un drame en 6 actes. Alors on va revenir acte 1. Xavier Bertrand, adversaire de Marine Le Pen au régional dans le Nord, adresse une lettre à France 2 en début de semaine qui l'accuse finalement de donner une trop grande tribune à la candidate du Front National quelques mois avant les régionales. Je rappelle qu'on n'est pas encore dans la campagne officielle des régionales. Hein, donc, 3 jours à peine. Voilà, mais on n'y est pas encore rentré, donc les temps de parole ne sont pas encore vraiment distribués par le CSA. Acte 2, la gauche et toute la classe politique, Nicolas Sarkozy en tête, s'en mêlent et somme le CSA de réagir. Acte 3, au titre de l'équité, eh bien Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Signon qui sont ses adversaires directs, puis les petits partis sont également invités à l'émission pour pouvoir contredire et débattre Marine Le Pen comme on le ferait justement dans un temps de campagne officielle. Acte 4, Marine Le Pen dans un tweet assassin refuse ces nouveaux débats. Elle dit ils me prennent pour leur chien. Acte 5, France 2 tente d'apaiser le jeu avec un communiqué, mais dans le même temps, fin de journée hier, Marine Le Pen décide de ne pas participer à l'émission et France 2 donc annule tout et l'annonce
au JT de 20h présenté par Marine Requier. Regardez cette séquence assez surréaliste et hier soir au JT de France 2. Bonsoir David, alors dites-nous que s'est-il passé précisément ces dernières heures? Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Oui, l'émission elle est annulée faute de combattants, ou plutôt de combattantes. Marine Le Pen a renoncé, elle laisse une chaise vide. Elle avait encore confirmé à la mi-journée qu'elle serait là. Elle a changé d'avis, nous le regrettons, pour le débat public, pour les citoyens français qui sont venus parfois de très loin pour l'interroger et surtout pour vous, bien sûr, pour nos téléspectateurs. Alors cette émission, elle respectait scrupuleusement l'équilibre des temps de parole. C'est une obligation pour nous. Il y a eu beaucoup de pression pour que nous l'annulions, mais nous l'avions bien sûr maintenu tout en tenant compte de l'avis du CSA hier en fin d'après-midi. D'où l'ajout d'une séquence sur les élections régionales avec les principaux adversaires de Marine Le Pen dans sa région. Cela faisait 3 débats, comme ça arrive souvent dans des PDA. C'était encore le cas pour Emmanuel Macron récemment. 2 fois dans la journée, Marine Le Pen a dit oui. Ce soir, nous avons appris son refus. Nous le déplorons, c'est sa responsabilité. Mais ce qu'on déplore par-dessus tout, c'est de ne pas pouvoir faire vivre sereinement le débat démocratique à la télévision. Alors on essaye de comprendre, Rudy, avec vous, si Marine Le Pen en sort gagnante finalement de cet épisode. Est-ce que c'est un coup de com' réussi pour la présidente du FN? Alors ce qui est sûr, c'est que cet épisode est un symptôme justement de ce rapport difficile qu'a toujours entretenu le FN avec les médias depuis des années. Les cadres du parti surfent sur cette victimisation médiatique, c'est-à-dire le fait de se dire que le poids médiatique du Front National, leurs invitations, n'est pas proportionnel à leur poids électoral et aux idées qu'ils véhiculent dans la société. Puis la question qui se pose, c'est de savoir si la presse doit traiter le Front National comme un parti comme un autre ou comme un parti d'extrême droite, et donc là prendre chaque intervention avec beaucoup de précautions. Donc finalement toute l'agitation autour de cette émission montre que la question n'est absolument pas tranchée. Alors qu'on rentre en campagne électorale, on aura certainement l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises. Autre fait médiatique que vous avez soulevé cette semaine, Rudy, c'est une image assez inhabituelle, un Thierry Ardisson qui fond en larmes. Oui, c'était samedi dernier sur son plateau de Salut les Terriens sur Canal+. L'image a fait le tour du net cette semaine. C'est une séquence un petit peu surréaliste. Au moment où Enrico Macias évoque son Algérie natale, Ardisson va fondre en larmes. Regardez, rattrapé par Michel Drucker juste après. C'est pour les téléspectateurs de Salut les Terriens. Il faut qu'ils comprennent l'émotion de Thierry, parce que on le sait peut-être pas assez, mais les premières années de ta vie, tu les as passées en Algérie. Je suis pas pied noir, mais j'ai vécu en Algérie. Et tu n'en as rien oublié de cette petite enfance. Voilà pour cette image qu'on soulignera également cette semaine. Merci Rudy. Cinéma, si vous avez le temps ce week-end, voici le film à aller voir, un petit bijou en dessin animé. Ça s'appelle Adama, l'histoire d'un petit Africain de 12 ans dans l'Europe de la Grande Guerre. Laetitia. Oui, c'est une histoire que les Français ignorent pour la plupart, l'engagement des tirailleurs sénégalais au cours de la Grande Guerre. Alors Adama, comme vous l'avez dit, s'inspire d'une histoire vraie, celle de ce petit gamin africain à la recherche de son grand frère qui est enrôlé dans l'armée française au cœur de la Première Guerre mondiale. Et alors d'un village gorgé de soleil au combat boueux de Verdun, ce môme, plutôt malin, va vivre un périple fascinant. Regardez la bande-annonce. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassarin, je ramènerai Samba. Reviens ici. On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y Adama. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié.
qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Alors c'est absolument esthétique, c'est beau les images, on dirait presque qu'elles sont filmées finalement. Vous croyez pas si bien dire, Barbara. En fait, ce film, c'est une vraie technologie de pointe. Son réalisateur, c'est Simon Rouby. Il va mettre 7 ans à développer ce projet. C'est un mélange de sculpture, de dessin, de 3D, de capteurs de mouvement. Alors les visages des personnages, pour rentrer un peu plus dans la technique, ont été sculptés dans l'argile avant d'être scannés et travaillés sur ordinateur ou grâce à ce qu'on appelle un cyberdome. C'est un outil novateur qui permet de capturer en 3D et en temps réel les mouvements des acteurs. Tout a été entièrement réalisé sur l'île de la Réunion dans les studios qui s'appellent les studios Pipengai. C'est puissant, c'est original et c'est un film que vous gagnerez à découvrir ce week-end. Voilà, c'est sorti en salle mercredi et donc disponible pour tous les intéressés. L'hiver approche, la grippe aussi. Alors, faut-il ou non se faire vacciner? Comment repérer immédiatement les symptômes? Et surtout, quel remède sera le plus efficace pour vous cet hiver? Betsabe, vous avez toutes les réponses. Oui, c'est un tri qui s'impose, de faire le tri entre les bons et les mauvais conseils, parce que la toile est parsemée de conseils plutôt déplacés, parfois comme celui de Gwyneth Paltrow, qui a donné il y a quelques jours un conseil contre la grippe. Ce serait la chaleur, selon elle, postant sur Instagram une photo d'elle dans un sauna. Vous ne rêvez pas, l'actrice qui a en plus plus d'1 million de followers explique: je m'en vais battre la grippe avec de la chaleur. Alors il faudrait transpirer un bon coup, Barbara, pour se débarrasser de la grippe. Eh bien sachez qu'en transpirant, vous augmentez les risques de déshydratation et cela augmente le risque de complications. Donc elle prend son portable dans le sauna aussi, c'est ça Donc on n'écoute pas Gwyneth Paltrow en tout cas, c'est la leçon du jour. Alors plus sérieusement, les conseils pas dangereux pour soigner la grippe. Alors les conseils pas dangereux, vous allez voir, c'est pas compliqué. D'abord, il faut rester à la maison. On évite donc les lieux publics et les saunas. Pourquoi? Parce qu'un adulte normal, sain, comme vous et moi, est contagieux 24 heures avant de présenter même les symptômes de la grippe, et puis 5 à 7 jours après se sentir mieux, après que les symptômes aient été visibles, quand bien même le malade se sent mieux. Donc même si après 3 jours vous sentez mieux, pendant 2, 3, 4 jours, vous allez être encore contagieux. Deuxième conseil, boire. Et oui, on vous bassine avec ça depuis votre tendre enfance. Il y a une raison à cela. À cause de la fièvre et des complications intestinales, votre corps va perdre ses fluides et c'est mauvais aussi bien pour les reins, le cœur que le cerveau. Et puis enfin, vous n'hésitez pas à appeler le docteur. Et oui, si des symptômes tels que la douleur, j'ai pensé à Barbara, je me suis dit que ça allait vous convaincre, douleur de la poitrine, difficulté de respirer ou fièvre aiguë, alors là vous n'hésitez pas, vous passez le coup de fil. Et puis enfin, il y a quelques conseils de grand-mère qui, oui, marchent effectivement, comme l'ail fraîchement coupé, haché dans la soupe pour booster son système immunitaire. Oui, ça n'a pas l'air très ragoûtant, mais ça marche. Et puis de toute façon, vous serez seul à la maison, donc vous en fichez. Il y a aussi la sauge, extrêmement connue pour faire baisser la fièvre, et c'est bon aussi pour tous les petits soucis de ventre. Le thym qui désinfecte la gorge, et en plus ça sent bon dans toute la maison. Et puis même pour les plus téméraires, Barbara, je vous fais confiance, les tisanes thym, ail, oignon. On mélange tout. Ça marche. Et après on embrasse son amoureux, bien sûr. Voilà, exactement. La prévention, on parle beaucoup du vaccin, oui, non, pour, contre, on dit quoi ce matin? Alors, les autorités sanitaires vous promettent que ce vaccin est encore mieux que les précédents. Écoutez. On a à notre disposition un vaccin qui sera plus efficace que le vaccin dont nous disposions l'année dernière. Les souches de virus circulantes sont identifiées comme étant sensibles au vaccin qui est développé pour l'hiver 2015-2016. Alors, s'il est annoncé comme plus efficace, encore faut-il d'abord le prendre tôt, avant d'avoir 20 personnes autour de vous qui ont la grippe. Et puis en outre, l'efficacité d'un vaccin, on le rappelle, c'est quand même considéré de façon globale à l'échelle de la population. En vaccinant un tiers de la population, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit les risques chez les plus fragiles et on réduit l'épidémie. Donc, sur la santé publique, va vous dire de prendre le vaccin, même si au cas par cas, finalement, vous risquez d'avoir des complications, vous risquez d'avoir 2-3 symptômes pas forcément agréables. Donc au cas par cas, c'est surtout
arriver quand même pour les effets secondaires. Exactement, oui, mais ça arrive. Et puis vous aurez toujours une ou deux personnes que vous croiserez dans la rue qui vous diront, moi l'année dernière, pour la première fois, je me suis vaccinée et puis j'ai eu la grippe pour la première fois depuis 10 ans. Bref, c'est une question de chance, surtout ce vaccin au cas par cas. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de la population, c'est un plus. Je l'ai fait moi la semaine dernière, donc voilà, je suis pas encore malade. Voilà. Merci Betsabé. Avant de se quitter pour un nouveau journal, on va tenter à présent de conclure une nouvelle semaine de violence en Israël. Alors en tout, plus de 20 jours d'affrontements, 10 morts et 121 blessés israéliens. Cette vague terroriste se poursuit et nul ne sait pour combien de temps. Ce vendredi encore, les mouvements palestiniens appellent à une journée de la colère. On vous retrouve, Mathias Inbar, à Jérusalem, et on démarre par ce nouvel attentat qui a eu lieu ce matin. C'était un petit peu avant 7h30. Oui, Barbara, on connaît désormais l'âge du terroriste. Il avait 16 ans, il venait de la région de Hébron. Et lorsque les soldats ont ouvert les portes du village de Gvaot pour laisser entrer les agriculteurs palestiniens pour travailler les champs d'olives, c'est là que le terroriste palestinien de 16 ans a poignardé un soldat, le blessant légèrement. Ce dernier a été transféré vers les hôpitaux les plus proches. Le terroriste a été neutralisé par des tirs aux membres inférieurs de son corps. Donc nouvelle violence, nouvel attentat au couteau dans cette région qui est dominée, je le rappelle encore une fois, par le Hamas, cette région du Gush Etzion et du mont Hébron. En attendant ici à Jérusalem et à tous les points d'accès de la vieille ville de la capitale, force en présence des policiers, des gardes frontières, et également, vous le voyez sans doute derrière moi, je vais demander à mon caméraman de vous montrer ces barrages filtrants qui viennent d'être positionnés par les gardes frontières, et certaines personnes sont désormais arrêté pour inspection. Il faut le savoir, la police vient de nous confirmer pour la première fois depuis 3 semaines, il n'y a pas de limitation d'âge pour l'entrée sur l'esplanade des mosquées Le Mont du Temple. Journée test, cela dit, vers midi 30 à la sortie de la prière. Voilà, journée test, journée de prière, et comme tous les vendredis, nouvel appel à une journée de la colère. Alors ces journées de la colère, Mathias, elles concernent quelle région? Est-ce que Jérusalem également est concernée? Est-ce que les forces de sécurité sur place sont préparées à des cas exceptionnels? Toutes les régions sont concernées par ces appels à la journée de la colère, que ce soit le sud ou le nord de la Cisjordanie, mais bien évidemment et Jérusalem. On se souvient, la semaine dernière, jeudi soir exactement, Ismaël Haniyeh, le leader du Hamas dans Gaza, avait appelé tous les Palestiniens, tous ceux qui se reconnaissent dans l'idéologie du Hamas, à créer des violences, que ce soit à Jérusalem et également dans toute la Cisjordanie. Donc bien sûr, pour répondre à votre question, les appels à la colère concernent toutes les régions. Merci Mathias pour ces précisions. Voilà, nouvel appel à une journée de la colère ce vendredi, on l'a dit, journée test en Israël et dans les territoires palestiniens. Une journée que vous pouvez suivre évidemment heure par heure sur notre antenne i24 News qui suit de très près les événements dans la région. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité avec Nathalie Nagar. Portez-vous bien.